À la une de l'actualité de ce 28 juillet 2021, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée contre l'hépatite. Cette maladie virale qui emporte dans le silence plus d'1 million de personnes par an au niveau mondial. Le Burkina Faso n'est pas épargné. Environ 3 millions de personnes souffrent des hépatites B ici. Cette année, l'accent est mis sur les sensibilisations en vue de prévenir la maladie. Dans la boucle du Mouhoun, ça grogne, les populations des Banwa expriment leur ras-le-bol face au désenclavement de leur localité à Solenzo. Ils ont battu le pavé pour réclamer des routes. Puis cette question qui continue de faire jaser le processus d'élection du nouveau président de la CENI, toujours à l'ordre du jour. Ce mercredi, c'est le mouvement des peuples citoyens de Idrissa Nogo qui se prononce sur le sujet. Le MPC fustige la bataille majorité-opposition et ne comprend pas l'attitude du CFOP. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Avant le développement de tous ces titres, sachez que nous aurons un invité dans ce journal, le secrétaire permanent du Comité national de politique fiscale, Laurent Blaise Kaboré, sera avec nous dans quelques instants pour nous parler des assises nationales de la fiscalité qui s'ouvrent à partir de demain. C'est l'une des provinces majeures en termes de rendement agricole de la région qualifiée de grenier du Faso, la province des Banwa, située dans la boucle du Mouhoun à mal à ses routes. La capitale Solenzo est coupée du reste du monde parce qu'accessible par aucune bonne route. La ville se retrouve aujourd'hui enclavée de toutes parts, au même titre que la province. De Bobo, Nouna ou d'Edougou, c'est un véritable parcours du combattant pour la rallye. Les promesses politiques se sont multipliées depuis, mais rien jusque-là. Alors, les OSC ont initié une marche à Luco Pakbelgem. Des populations de Solenzo dans la rue ce 26 juillet pour exiger le désenclavement de leur province. Sortie sur appel des organisations de la société civile des Banwa et le soutien de celles de la boucle du Moun, ces populations dénoncent le délaissement de Solenzo en matière de réalisation d'infrastructures routières. En effet, aucun bitume ne lie le chef-lieu de la province des Banwa à Nouna, Dédougou ou Bobo-Dioulasso, malgré les potentialités agricoles. La forte production agricole fait de cette province un des greniers du Faso, mais un grenier inaccessible, déplorent les Banwalais. Suite du retard de construction de notre bitume, nous sommes fatigués de vivre le martyre, ce malheureux sort que le gouvernement nous réserve comme si nous ne comptions pas parmi les enfants de ce pays. Le gouvernement a-t-il un respect pour les populations de la province des Banwa? Le noble titre de grenier du Burkina Faso ne continuera pas de se gaver de fausses promesses électorales de politiciens sans loi, sans foi. Le peuple des Banwa a compris que l'amélioration de ses conditions d'existence représente le dernier souci des pouvoirs du Burkina Faso. Solenzo est à 88 km de Dédougou, mais personne ne s'hasarde sur cette route impraticable. L'option actuelle est de passer par Nouna. Là aussi, il faut passer par environ 80 km de Calvaire. Les 75 km qui relient la ville à Kondougou sur la route de Bobo-Dioulasso ont également fini d'amortir et de mettre hors circuit les véhicules les plus téméraires. Pour les évacuations sanitaires, c'est aussi la croix et la bannière. Toutes ces souffrances ont grossi le rang des marcheurs du jour. Nous savions très bien que chaque année, à mois d'août, le pont de Bagala, qui est quand même reconnu sur le plan national, qu'en cette période, il est très très dangereux et coupe la route carrément entre la Kossi et les Banwa. Cette période s'approche et nos malades, nos commerces sont obligés de passer par là pour accéder à la région. Mais en cette période, quelle solution le gouvernement propose à la population banwalaise? Quelle est leur solution? Dans quelques semaines, nous serons coupés de la région. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a nécessité, en dehors de notre marche, que le pouvoir MPP réfléchisse dans un bref délai pour trouver une solution à cela. En plus, sur le plan
l'électricité. Nous sommes sortis en 2016 pour demander qu'une province de taille comme Solenzo ne peut pas être alimentée par un groupe électrogène. C'est honteux. On a réclamé la Sonapel. Il y a eu l'interconnexion en 2016. Au jour où je vous parle, le 26 juillet 2001 à 2016, environ 5 ans, pas un compteur de plus. Qu'attend le gouvernement pour l'électrification de cette ville, de cette province? Les fils et filles de Solenzo et d'ailleurs ont dûment consigné leurs doléances sur papier à remettre aux plus hautes autorités et celui chargé de transmettre l'ensemble des doléances des populations des Banwa à ces dernières est le haut-commissaire des Banwa. La question du désenclavement des Banwa a fait l'objet de plusieurs promesses d'autorité, promesses que les populations s'impatientent de voir traduire en actes depuis belle lurette. À Ouagadougou, c'est la récusation de Bonaventure Ouedraogo ou le Sao Naba comme commissaire à la CENI qui continue de faire des vagues après la sortie médiatique du chef de file de l'opposition politique le 14 juillet dernier. C'est au tour du MPC, le mouvement des peuples citoyens, de donner de la voix. Pour Idrissa Nogo et ses camarades, cette posture du CFOP n'est pas fondée car les dispositions légales n'empêchent aucunement le représentant de la chefferie coutumière de siéger à la CENI. En conférence de presse ce mercredi matin, le MPC a donc dénoncé ce qu'il qualifie d'élévation soudaine du quotient d'agressivité de l'opposition politique. Archimède Boy. Est-ce que le Sao Naba est membre dirigeant d'un parti politique? Idrissa Nogo, le coordonnateur national du MPC, Mouvement des peuples citoyens, campe ainsi le décor de cette conférence de presse. Ce mercredi, ce mouvement fustige la bataille majorité-opposition autour de la désignation de Bonaventure Ouedraogo, le Sao Naba, comme commissaire à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Pour Idrissa Nogo et ses camarades, ce débat n'a pas lieu d'être, car selon eux, aucun texte du code électoral n'empêche le Sao Naba de siéger à la CENI. C'est quelle disposition du code électoral qui dit qu'un Naba, fut-il politiquement marqué, battant une campagne électorale ou s'étant affiché lors d'une campagne électorale ou ayant pris publiquement la parole lors d'un meeting électoral, ne peut et ne doit être désigné par sa structure pour siéger à la CENI. C'est du flop, ça. Cette guéguerre, selon le MPC, est la conséquence d'un mariage qui a toujours existé au Burkina Faso entre le pouvoir politique et la chefferie coutumière. Et cela doit prendre fin. Aujourd'hui, il est plus qu'impérieux pour notre Assemblée nationale de légiférer sur le statut de la chefferie traditionnelle pour une désaffiliation, même par césarienne, de celle-ci avec le pouvoir politique. Le mouvement des peuples citoyens juge par ailleurs inopportunes les récentes marches-meetings de l'opposition organisées les 3 et 4 juin derniers dans plusieurs villes du pays. Enfin, Idrissa Nogo juge diplomatiquement maladroit les propos du président français Emmanuel Macron lors du sommet du G5 Sahel le 9 juillet dernier, estimant que le Burkina ne dispose pas d'une armée bien entraînée pour contrecarrer le phénomène du terrorisme. Elle est virale et silencieuse, sans symptômes, mais elle fait ravage dans le monde. L'hépatite touche environ 3 millions de Burkinabés. Ce 28 juillet consacré à la Journée mondiale de l'hépatite est une occasion en or pour les acteurs de la santé d'interpeller une fois de plus les populations et les autorités en vue de prévenir la pathologie. C'est toute une série d'activités qui a été organisée ce mercredi. Le point avec Benjamin Kwame. Un plaidoyer de l'ONG SOS Hépatite Burkina à l'endroit des autorités en charge de la santé pour les encourager à s'investir davantage et donner plus de moyens, en l'occurrence financiers, pour l'élimination de l'hépatite au Burkina Faso. Le geste intervient au ministère en charge de la santé au cours d'un rassemblement de l'organisation. SOS Hépatite Burkina, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, célébrée ce 28 juillet, rappelle que dans le monde, toutes les 30 secondes, une personne meurt d'une maladie liée à l'hépatite.
Et au Burkina Faso, environ 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent avec l'hépatite B et C. Les chiffres sont alarmants et il faut les réduire. C'est un combat qu'elle mène depuis 10 ans. On est les pionniers et on s'est engagé. Aujourd'hui, c'est notre plaidoyer qui a abouti à la mise en place d'un plan stratégique de lutte contre les hépatites au Burkina ici. Voilà, donc comme on a dit, avec nos sensibilisations aussi, on a amené l'éveil de conscience de beaucoup de gens. On a pu sauver la vie de beaucoup de personnes qui ne savaient pas. Comme vous le savez, l'hépatite, c'est une maladie silencieuse. Voilà, donc beaucoup de gens s'ignorent. Voilà, donc on a permis aux gens de pouvoir faire leur dépistage et aussi de pouvoir être vaccinés. Les modes de contamination de l'hépatite se manifestent de la mère à l'enfant lors de l'accouchement ou les rapports sexuels non protégés. Et on note aussi que 90% des personnes infectées par le virus de l'hépatite B et 80% de l'hépatite C ne sont pas diagnostiquées. Une occasion d'insister sur la prévention. L'hépatite, c'est une maladie silencieuse. Ça veut dire que vous pouvez l'attraper, vous vous sentez bien, vous vous portez bien. Mais tant que vous ne faites pas un dépistage, voilà, on ne peut pas savoir si vous avez l'hépatite ou pas. Et à l'issue du dépistage, il y a la vaccination. C'est la meilleure prévention. Le ministère en charge de la Santé est conscient de l'effet néfaste de cette maladie silencieuse. Il réitère son engagement pour un traitement plus adéquat. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans la même dynamique de faire en sorte que la lutte contre ces maladies puisse être une priorité au niveau du département de la santé. Depuis 2017-2018, nous nous sommes organisés à travers une structuration au niveau de la Direction générale de la santé publique. Nous pensons à un conseil et une structure fêtière qui va faire en sorte que nous puissions ensemble regarder comment nous mettons à disposition aussi bien les médicaments, mais aussi tout ce qu'il y a comme moyen de lutte contre ces tumeurs-là pour faire en sorte que les malades, mais aussi tous ceux qui sont affectés par cette maladie-là, puissent trouver une raison pour pouvoir avoir un traitement adéquat et quand il faut. Pour rendre l'utile à l'agréable, dans le cadre de cette commémoration couplée aux 10 ans d'existence de SOS Hépatite Burkina, l'ONG a offert des vivres composés de cartons de lait et des pâtes alimentaires et 150 000 francs CFA aux enfants privés de famille de l'hôtel maternel de Ouagadougou. Des enfants abandonnés pour la plupart, le premier responsable témoigne toute sa reconnaissance aux donateurs. Vous l'avez entendu, le ministère de la Santé a réitéré son engagement pour un traitement plus adéquat des patients atteints de l'hépatite. Eh bien, le département dirigé par le professeur Charlemagne Ouedraogo se penche également sur bien d'autres défis dans le secteur de la santé, des défis qui nécessitent l'élaboration des plans de développement sanitaire. Son processus a été présenté aux acteurs en marge du premier CASEM du ministère de la Santé. Un cadre de rencontre qui a permis d'aborder d'autres questions d'actualité. Amadou Diko et Benjamin Kwame. Mesdames et messieurs, l'année 2021 est une année charnière pour le département de la santé. Faire le bilan du plan d'action de 2020 et consolider celui de 2021 et élaborer un plan d'urgence pour les hôpitaux publics dans un contexte de la COVID-19 sont entre autres les points qui sont examinés par le conseil d'administration du secteur ministériel de la santé au cours de sa première session ordinaire de l'année 2021. Occasion aussi pour ces acteurs d'élaborer des référentiels pouvant offrir un système de santé résilient et des soins de qualité au profit des populations. Nous sommes à une période charnière puisque nous sommes en train d'élaborer notre prochain référentiel de santé 2021-2030. Donc ce processus sera également présenté à l'ensemble. Nous avons une grosse préoccupation qui est celle donc, du plan d'urgence pour les hôpitaux en période Covid, dans la nécessité du continuum des soins de la communauté jusqu'au sommet. Ce plan d'action, ce plan d'urgence pour les hôpitaux est terminé et nous allons donc l'examiner en CASEM avant de l'introduire en Conseil de ministres. La COVID-19 s'invite aussi à la table des discussions. La vaccination est à ce jour le moyen le plus efficace de lutte contre la pandémie, mais elle ne rencontre pas l'adhésion de nombreux Burkinabés. Le ministre Charlemagne Ouedraogo et ses collaborateurs entendent explorer tous les moyens nécessaires afin d'inciter les Burkinabés à se faire vacciner.
nous devons examiner la question de la Covid, la pandémie de la Covid, pour faire le point de la riposte et regarder qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, notamment la vaccination. Nous devons examiner tout ce qu'il faut pour engager toute la communauté vers la vaccination afin que nous puissions protéger la population, surtout que nous sommes en train d'échanger sur la réouverture prochaine des frontières. On ne doit pas rouvrir les frontières avant d'atteindre un certain niveau avancé de la vaccination, au risque donc de voir une situation pandémique reprendre donc du chemin au Burkina Faso. Planification de la santé, un outil de gouvernance pour un système de santé résilient et de soins de qualité au profit des populations. C'est sous ce thème que s'inscrit cette première session ordinaire du CASEM de l'année 2021 du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé sur le terrain dans la région de la boucle du Mahone, plus précisément à Oroko, dans la commune de Djibasso. Le professeur Charles Maïwe-Draogo vient d'inaugurer un nouveau centre de santé de promotion sociale au profit des populations. L'infrastructure a été conçue grâce au programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Alexis Belemnaba. Et le rapprochement des infrastructures pour une meilleure couverture sanitaire est en marche au Burkina Faso. Oroko, commune de Djibasso, dans la boucle du Moun, bénéficie d'un centre de santé et de promotion sociale. Il est composé, entre autres, d'une maternité, d'un dispensaire, d'une pharmacie, d'un incinérateur, de 3 blocs de logement de fonction et d'un château d'eau. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques du gouvernement. Cette formation sanitaire vient désengorger les autres centres de santé existants. Le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis de la population. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a promis de réduire la distance qui sépare les populations au centre de santé. Et la construction donc de cette infrastructure, qui est le centre de santé et de promotion sociale de Oroko, répond donc à ce dynamisme-là. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure nouvelle qui est complète, avec tout ce qu'il faut pour offrir des soins de santé aux populations de Oroko et environnants. C'est une joie pour nous, parce que le ministère de la Santé voit ses capacités renforcées avec cette infrastructure. Opérationnelle depuis le 12 avril 2021, la construction de cette formation sanitaire est une bouffée d'oxygène pour la population. Pour le major, ce centre de santé vient à point nommé au regard du taux de fréquentation qui varie déjà entre 20 et 25 patients par jour. Vu la distance est différente par rapport au CM de Djibasso et que le CSS est bien placé au milieu entre le CM et les autres villages, c'est très propre. Par jour, on peut avoir 25 malades par jour, malgré qu'on vient de commencer. Avec le nombre d'accouchements que nous avons, on peut avoir 30 à 40 accouchements par mois. Ce joyau est une satisfaction pour le premier responsable de cette commune qui compte près de 10 000 habitants. C'est une grande joie pour nous vraiment d'avoir reçu ce joyau. Alors, ça vient renforcer un peu les capacités de couverture sanitaire. Et nous pensons que nous étions à 7 CSPS. Alors, celui-là va compléter à 8. Et je crois que ça pourra quand même aider à recevoir près de 10 000 habitants. Alors, donc, vraiment, je crois que c'est très intéressant. Et vous voyez que la population elle-même est très contente. Elle ne s'imaginait pas que ça allait être si tôt. Le conseil municipal de Djibasso promet assurer une bonne gestion de cette formation sanitaire. En marge de cette cérémonie d'inauguration, l'association SACED, Synergie d'action en santé et en éducation, a procédé au dépistage d'une centaine de personnes, surtout les femmes et les personnes âgées concernant les lésions précancéreuses du col de l'utérus, le diabète et l'hypertension artérielle. Dans le Yatenga, c'est la direction provinciale de l'éducation qui est bénéficiaire d'une dotation en matériel roulant, plus précisément un véhicule. Une action conduite par l'ONG Educo qui poursuit donc sa collaboration avec le département du professeur Stanislas Ouaro. Les détails avec Benjamin Kwame. C'est un véhicule double cabine 4x4 qui est présenté au premier responsable de l'éducation nationale au Burkina Faso. Un don de l'ONG Educo Burkina Faso au profit des acteurs de l'éducation de la région du Nord. Ce geste va contribuer à améliorer les conditions de travail de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle
du Yatenga, dont la mission est d'impulser l'éducation dans la région. EDUCO, depuis 2004, s'est donné pour leitmotiv de mobiliser des fonds. Il y a des fonds propres et il y a des fonds aussi de bailleurs. Et l'ensemble de ces fonds vont essentiellement à l'endroit des enfants. Et dans le cadre du travail, on ne peut pas non pas travailler avec le ministère de tutelle, qui doit aussi avoir les moyens de faire certaines actions. Donc, ce dont s'inscrit dans l'accompagnement institutionnel, qui fait partie aussi des actions que EDUCO mène chaque année en appui au système éducatif. En plus de ce véhicule, EDUCO Burkina a offert un lot de 16 motos au département de l'enseignement national. Un geste bien apprécié par le ministre de tutelle. Il vient pallier le besoin en matériel roulant des bénéficiaires. Nous sommes heureux de recevoir ce don qui traduit donc les relations de partenariat que nous avons, l'excellence des relations, mais aussi le souhait de cette ONG de continuer de nous accompagner dans la mise en œuvre des actions de résilience de notre système éducatif. C'est un partenariat qui existe depuis et le gouvernement a reconnu les efforts de EDUCO à travers la décoration donc, du responsable au niveau international l'année dernière. Et c'est dire combien nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir de EDUCO ce don. En fait, c'est un don de, on va dire, de 16 motos, 12 motos réparties dans les SEB, 4 motos réparties à des associations de mise en œuvre des actions d'éducation dans la région du Nord, bien sûr, et d'un véhicule double cabine 4x4 pour la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle donc, du Yatenga. 40 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce don de l'ONG EDUCO, elle qui entend poursuivre sa mission dans la construction d'un monde où les enfants jouissent pleinement de leurs droits et vivent en toute dignité. Place à l'entretien de cette édition. Je vous le disais à l'entame de ce journal, le secrétaire permanent du comité de politique fiscale, Laurent Blaise Kaboré, est sur ce plateau pour nous parler des assises nationales de la fiscalité qui s'ouvrent à partir de demain à Ouagadougou. Bonsoir, M. Kaboré, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de nous recevoir. Alors, des assises nationales sur la fiscalité, quel est l'objectif d'un tel événement? Est-ce à dire que le secteur de la fiscalité au Burkina Faso a-t-il du plomb dans l'aile? Oh, pas du tout, pas du plomb dans l'aile. Mais vous savez, dans toute organisation, il faut d'abord s'asseoir, parlementer et regarder ce qu'il faut faire avant d'annoncer toute politique. C'est pour ça l'objectif global de ces assises-là, c'est de mener des réflexions approfondies pour identifier les contraintes et les atouts du système fiscal actuel. Cela va sans dire qu'il faut faire des propositions pour la conduite d'une réforme fiscale adéquate dans l'optique de la mise en place d'une fiscalité de développement. Il s'agira essentiellement, de manière spécifique, il s'agira d'identifier les forces et les faiblesses de la gouvernance fiscale actuelle. Et cela dit, il faut faire des propositions de rationalisation de la politique des incitations fiscales pour concilier l'impératif budgétaire et la promotion des investissements privés. Il faut également identifier des axes de développement d'une fiscalité locale qui soit à même de renforcer la politique de décentralisation et d'accompagner le développement sur le plan local. Aussi, nous identifierons également des éléments pertinents qui permettent de jeter les bases de l'élaboration d'une stratégie nationale de modernisation de l'administration fiscale, mais surtout sur le plan des ressources humaines. Il va sans dire que si nous parlons de modernisation, il faut identifier également des pistes qui vont permettre de moderniser l'administration fiscale, mais également les équipements, et les infrastructures et les équipements, je veux dire. Et pour terminer, nous proposerons des démarches idoines afin d'améliorer les relations de l'administration fiscale avec les entreprises. Voilà, si je peux résumer ainsi, l'objectif global de ces assises nationales sur la fiscalité. Alors, M. Kaboré, vous avez décidé de plancher, à l'occasion donc de ces assises, sur la nécessité d'instaurer une fiscalité de développement au Burkina Faso. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que cache un tel thème? Oh, le thème ne cache rien du tout. C'est tout simplement s'asseoir, comme je vous l'ai dit, faire le point
sur la fiscalité actuelle et essayer de nous adapter aux exigences du système fiscal international, aux exigences des plans de développement que nous avons dans notre administration, dans notre pays. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire ces assises pour permettre aux différentes institutions, pour permettre aux différents intervenants de l'État de savoir quelle est la voie à suivre pour la fiscalité dans notre pays. Alors, qui sont les participants de ces assises nationales? Qui sera là demain? Oui, nous aurons tout au plus 300 participants qui proviennent de plusieurs structures. Et je vais vous les citer rapidement. Nous avons les institutions et l'administration publique. Je vais dire par là le Conseil économique et social, les différents ministères, le Conseil présidentiel pour l'investissement, ou si vous voulez, des universitaires, des enseignants de l'ENAREF, de l'École nationale des douanes ou des collectivités territoriales. Il y a également les partenaires techniques et financiers. Je parle ici de la Banque mondiale, du FMI et de l'Union européenne, mais aussi les acteurs du secteur privé. Et les acteurs du secteur privé, nous parlerons des groupements professionnels sectoriels, ou si vous voulez aussi les partenaires économiques par chambre de métier. Il faut compter sur l'association des experts fiscaux, mais également l'ordre des experts comptables et des comptables associés. Ce sont des partenaires, ce sont des acteurs qui vont participer à ces assises, mais nous n'oublions pas les organisations de la société civile. Je parle ici de Free Afrique, par exemple, du SPONG, du RENLAC, du CIFWEB et du GAPSIF. Et il y a également les organisations d'intégration économique régionale, telles que l'UEMOA ou la CEDEAO. Et pour finir, nous regrouperons également des personnes ressources et des experts de haut niveau qui vont nous entretenir sur ce thème. Alors, réunir, c'est tout ce gotha du monde de la fiscalité, c'est-à-dire donc que vous attendez beaucoup de ces assises. Eh oui, nous attendons beaucoup. Nous attendons beaucoup et pour vous dire vrai, ces assises, nous allons d'abord dans un premier temps faire une présentation, une communication introductive sur le thème général. Le thème général, vous l'avez dit tout de suite, quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso? C'est lourd comme thème, mais il va sans dire que ce thème va nous permettre de mener quatre ateliers. Il y aura 4 communications qui vont nous conduire vers 4 ateliers. Et c'est dans ces ateliers que nous allons ressortir les mots. Je vous disais tout de suite les forces et les faiblesses de notre système fiscal. Nous parlerons dans un atelier de la gouvernance fiscale. Et dans un deuxième atelier, de la problématique des dépenses fiscales. Et ces dépenses fiscales dites, nous parlerons également de la fiscalité locale au service du développement local. Comprenez par là au niveau de nos communes rurales et autres. Et pour finir, dans le 4e atelier, nous parlerons de la modernisation de l'administration fiscale en tant que telle. Alors, Monsieur Kabore, ça sera tout donc pour cet entretien. On va donc vous remercier et rappeler que vous êtes le secrétaire permanent du comité de politique fiscale. Vous êtes donc venu nous parler des assises nationales de la fiscalité qui s'ouvre à partir de demain. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis la commune de Sono dans la Possi. Hervé Dapa vous retrouve demain à la même heure pour le point de l'actualité. Bonsoir.